Bon, bah écoutez, je vous propose de commencer. Donc, ce webinaire organisé dans des conditions un petit peu particulières dû à la situation Covid. Donc voilà, donc organisé par Atoll avec donc mes collègues Myriam et Caroline, respectivement en charge du commerce sur l'activité SIG et de la communication. Donc moi, je me présente, Cédric Darbon, donc je suis responsable de la partie SIG à Atoll. Et donc avec une spécialité donc en géomatique évidemment, et puis sur tout ce qui est je dirais partie veille, développement d'applications cartographiques, avec notamment les serveurs cartographiques dont GeoServer, qui est le sujet aujourd'hui quoi. Voilà. Donc ce webinaire, je vous propose de le découper en deux temps principaux. Donc un petit rappel rapide, bon bah ça compte pas, mais un petit rappel rapide de la société Atoll. Qu'est-ce qu'on fait, combien on est, où est-ce qu'on est. Des informations générales sur GeoServer. Voilà, qu'est-ce que c'est pas, qu'est-ce que cela n'est pas, pardon. Les questions qu'il faut se poser, enfin tout un tas de principes, il y a un petit peu d'informations générales sur le fonctionnement de ce serveur cartographique open source. Et puis après des exemples d'intégration de ce serveur cartographique dans deux applications métiers réalisées par Atoll Conseil Développement. Donc on en a réalisé plus, mais on ne pouvait pas forcément toutes les évoquer, avec les particularités qu'on a pu mettre en place au sein de ces applications. Voilà. Donc pour commencer, donc un premier quelques mots sur Atoll. Du coup, Atoll Conseil Développement. Donc nous sommes 160 collaborateurs basés sur Gevrey-Chambertin, sur Dijon, sur Nantes, sur Lyon et sur Paris. Donc avec le siège principal situé à Gevrey-Chambertin et l'activité de production principale basée sur Gevrey-Chambertin. Voilà. Donc notre savoir-faire s'articule principalement autour du développement spécifique. Donc soit dans le cadre d'applications métiers, soit dans le cadre d'applications orientées extranet, intranet, observatoire, tableau de bord et ainsi de suite. On le verra après. Avec, je dirais, un certain niveau d'expertise. Donc sur des technologies identifiées. Bien entendu, des méthodes de développement basées sur tout ce qui peut être enfin qui est dans l'air du temps, mais qui les méthodes agiles, avec toujours souci de l'agilité raisonnée. Hein. On n'est pas des dogmatiques de la méthodo. On adapte. On reste persuadé que le contexte projet doit piloter aussi, aide à piloter le projet quoi. Une partie de notre activité en recherche et développement quand même, hein, parce que c'est évidemment important pour pouvoir porter nos projets futurs. Derrière un esprit d'entreprise et puis un esprit porté aussi par la direction de mettre l'humain au cœur c'est notamment important en ce moment, au cœur du dispositif. Donc ça c'est vraiment quelque chose à laquelle la direction est attachée. Donc que ça soit les esprits d'entreprise, l'esprit d'équipe, enfin toute cette partie échange. Là, en ce moment, au moment où je vous parle, on a un club LTS, donc avec les lead tech qui sont en train d'échanger pour essayer de stimuler un petit peu aussi cet esprit d'entreprise et tous ces aspects-là, les aspects techniques. Des aspects donc des spécialités, je vous disais aussi sur la partie UX UI quoi. Donc là on s'est entouré depuis quelques années c'était ce qui faisait un petit peu défaut il y a quelques années. On commence à rattraper peut-être un petit peu notre retard sur la partie UX UI pour le design interface. On est clairement orienté sur les solutions open source. Donc là c'est vraiment notre créneau. Et puis on est attaché au même titre que qu'on plaçait l'humain à partir avec nos clients sur la durée, à tel point que des fois ça rend bien des partenaires quoi. Voilà. Nos activités, donc je le disais tout à l'heure, une grosse activité sur la partie donc dématérialisation. Donc on est premier intégrateur Alfresco en France. Donc tout ce qui est GED, tous ces processus-là à base de solutions Alfresco, notamment en collectivité territoriale, donc avec cette spécialité. Une partie informatique décisionnelle, alors qu'on renomme maintenant plutôt pôle data, quoi, parce que c'est au sens large, avec tout ce qui est mise en place de dashboard, mise pratique, mise en cube, pratique de l'ETL, enfin toutes ces parties un petit peu de traitement et manipulation de la donnée, aussi avec derrière
tout ce qui peut être data scientist, data science, voilà, tous ces aspects-là. La partie cartographie et SIG, donc aujourd'hui qui nous intéresse, entre autres. Une petite division solutions industrielles, palettisation, solutions d'embouteillage de bouteilles. On est à Gevrey-Chambertin, donc on est confronté à toutes ces problématiques. Et un pôle communication digitale, donc qui prend en charge tout ce qui est développement d'intranet et d'extranet ou site internet, relativement important. Voilà un petit peu pour le tableau Atoll CD en 2020, quoi. Ce qu'il en a aujourd'hui. On a également, alors je l'ai pas mentionné ici, mais une activité alors qui est transverse un petit peu à toutes ces activités-là, bien évidemment, qui est l'activité hosting, puisqu'on héberge aussi pour le compte de nos clients les solutions qu'on propose, qu'on met en avant. Donc le développement métier en fait s'inspire de toutes ces, puise dans toutes ces spécialités et ces pôles pour construire des solutions ad hoc pour le compte des clients. La partie géoserveur. Donc la partie géoserveur en quelques mots. Donc pour rappel, alors je suis face à, alors j'ai pas vérifié là, mais à des gens qui connaissent simplement, voilà, un rappel synthétique. L'information géographique, on a tendance à l'organiser actuellement en couches de données qui décomposent le territoire, qui décomposent des phénomènes. Ces couches d'information peuvent être donc de stocker sous deux formes, enfin organisées sous deux natures. Une information type plutôt vectorielle où l'information géographique est décrite sous forme de coordonnées de points, XY, pardon, XY, Z, voire dans certains cas M pour exemple pour des linéaires de route ou des choses comme ça, quoi, où on peut associer une mesure. Dans un premier temps, donc l'information vectorielle et ou l'information matricielle, donc les rasters pour décrire une photographie aérienne, un modèle numérique de terrain, que sais-je, où là l'information est évidemment portée sur les pixels. Donc ces deux types d'informations vont être à traiter. Vous les traitez régulièrement dans vos outils SIG classiques, que ce soit QGIS, ArcGIS, GeoConcept, Info, je vais pas tous les citer. Des différentes avec vos différents outils, ils vont être aussi ces informations vont devoir être traités par les serveurs cartographiques et notamment géoserveurs dès lors que vous souhaitez mettre en place ce type de solution au sein de vos entreprises, quoi. Alors le fonctionnement et le rôle d'un serveur cartographique globalement c'est quoi? C'est ce que je vous disais à l'instant, c'est d'être en mesure de pouvoir interroger, traiter, se connecter à différentes sources de données, bases de données spatiales, des fichiers plats type Esri, GeoJSON, MapInfo, que sais-je, Edigeo, voilà. Donc ces sources d'informations diverses, GeoTIFF aussi ou autres pour les données raster, ces sources d'informations diverses, être capable de les interroger, de les traiter pour pouvoir après les redistribuer à d'autres outils. Qui sont des outils qu'on va appeler des clients, les SIG, qui sont des outils soit des outils bureautiques, soit des outils de type site ou librairie cartographique pour le web, type OpenLayer, Leaflet, pour citer les plus connus dans le monde d'open source, mais ça peut être des clients propriétaires aussi qui sont compatibles avec ces normes. Donc c'est pouvoir diffuser cette information géographique et interagir avec ces clients au sens large, parce que c'est pas forcément que de la diffusion, pour pouvoir derrière permettre d'établir cette passerelle entre les données et les outils à travers des services web qu'on appelle les services web normalisés, donc à travers des protocoles qui font que évidemment quand un outil est capable de comprendre ce protocole, il va être capable d'interagir avec le serveur. Donc GeoServer fait partie de ces serveurs cartographiques qui respectent les normes. Il y en a d'autres. On va le voir tout de suite après. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être dans cette passerelle d'information, dans cette passerelle permettant l'accès entre le client SIG et l'information, et de pas avoir à redévelopper à chaque fois spécifiquement des services spécifiques qui permettent de traiter la donnée entre le client de manière classique, ce qu'on fait classiquement quand on développe des applications métiers, entre le client lourd, le client léger et la base de données avec des protocoles qu'on fait maison ou ainsi de suite. Voilà. Donc le serveur cartographique, l'idée c'est de s'affranchir de ça à travers une normalisation qui permet cet échange de l'information géographique via le web, quoi. Voilà. Donc derrière, bien entendu, on a la capacité à travers avec ces géoserveurs pour pouvoir comprendre ce qu'ils nous proposent en termes de services, associer des métadonnées. Et vu qu'on va demander de la représentation, évidemment, pouvoir intégrer des styles cartographiques. Voilà.
Juste à titre voilà, pour pas les oublier et parce que c'est quand même derrière à remettre toujours en perspective, le GeoServer fait partie de ces solutions open source au même titre que d'autres. Donc les plus anciens, enfin le plus ancien reste MapServer, donc qui est toujours exploité et qui est toujours voilà, qui est toujours enfin moi que je trouve relativement performant, voilà, avec un petit défaut, c'est qu'il n'a pas nativement d'interface d'administration. Il y a encore certaines lourdeurs concernant la configuration du fichier mapfile, enfin donc du fichier de définition qui permet de publier ses couches. Et puis il propose pas nativement, lui, alors on peut adjoindre des extensions, mais il propose pas nativement le WFST, donc en gros le protocole qui permet de faire du transactionnel, permettant d'échanger directement entre le client et le SIG via ce protocole, via le serveur cartographique. Et QGIS Server, donc qui lui en fait est sur un voilà, et donc le petit dernier, enfin bon, il est déjà présent depuis un petit moment, mais voilà, qui est dans un entre guillemets qui s'intègre vraiment dans la chaîne de production avec l'outil QGIS, quoi, où derrière voilà, concrètement on fait ses cartes QGIS, ces projets, on les publie, le serveur cartographique est capable d'interpréter les styles cartographiques de QGIS directement, il est capable de réexploiter les modèles, les templates d'impression ou ces choses-là. Donc on est vraiment dans un écosystème de production applicatif avec peut-être certains autres inconvénients. Voilà. Bon, l'idée c'est pas de faire une comparaison, de faire un benchmark de tous ces serveurs cartographiques. Sachez qu'il voilà, dans les domaines open source, c'est les principaux avec GeoServer connus. Je m'étends pas sur les outils propriétaires, je serais très bien mal inspiré pour en parler. Un petit rappel sur les protocoles, ça me semblait intéressant pour voir justement voilà, ce qu'il est possible de faire avec ces serveurs cartographiques, notamment avec GeoServer, pour pouvoir derrière comprendre comment ils pourront répondre à ma problématique de développement d'une application métier avec des composantes cartographiques, ou derrière ma problématique de diffusion d'informations sur un observatoire de données sur lequel je souhaite faire des analyses thématiques ou autres. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de voir ce qu'il est possible de faire. Donc ces protocoles OGC, donc OpenGIS Consortium, Géospatial Consortium, donc à normaliser un certain nombre d'échanges pour faciliter l'interopérabilité donc entre les serveurs cartographiques et les outils clients. Donc les outils clients lourds, SIG, QGIS, Mapinfo et autres, et puis les librairies pour le web qu'on retrouve, voilà, OpenLayer, Leaflet et que sais-je aussi au niveau des propriétaires. ArcGIS va posséder son propre composant, enfin propose son propre composant Carto. Voilà. Donc des protocoles, le protocole WMS qui lui va permettre typiquement quand je me promène dans mon QGIS de pouvoir afficher un fond de carte distant. Voilà, c'est-à-dire que je vais pas forcément aller chercher mes dalles, que je vais chercher mes géotifs, ainsi de suite. Je vais pouvoir interroger un fond WMS issu du ministère de l'Environnement qui propose une carte des risques ou avec une analyse thématique sur le niveau de risque, ainsi de suite. Ça peut être un fond, voilà, donc tout ce qui est fond cartographique de DREAL ou autre. Enfin voilà, des web services qui sont mis à disposition par des organisations externes à la mienne, mais qui présentent un intérêt en termes d'habillage et d'interrogation pour mon application. Donc ça, ce service WMS restitue la carte. On a parallèlement, dans le même ordre d'idée, mais le Web Time Map Service, le WMTS. J'ai peut-être fait une petite erreur dans le... Alors, je sais pas si dans ce sens, enfin bref, peu importe, qui renvoie aussi des cartes, mais qui elles sont sous forme tuilée. Donc l'exemple le plus parlant, c'est, vous connaissez tous, c'est les fonds IGN, orthophoto, cartes et ainsi de suite, où vous voyez ces petites images qui sont restituées extrêmement rapidement. Donc là, on est sur du protocole WMTS, où on a des petites tuiles qui ont été mises en cache. Typiquement, c'est une stratégie qui permet d'éviter de recalculer, d'aller rechercher dans la donnée d'origine à chaque fois pour extraire la partie qui va bien de mon emprise pour pouvoir restituer l'orthophoto. Là, typiquement, on a généré à des niveaux prédéfinis toutes ces petites images, ce qui permet d'avoir une navigation très fluide. Donc cette notion de tuilage, elle est super intéressante dès lors que la donnée ne bouge pas, voilà, toutes les heures ou toutes les 10 minutes. Voilà. Le Web Feature Service, donc lui, va nous permettre de pouvoir échanger avec les sources de données vectorielles, donc directement
sous forme d'informations géographiques avec les coordonnées. Donc pour pouvoir soit la récupérer cette information, pour pouvoir après déplacer des sommets et derrière pouvoir éventuellement resynchroniser si le service l'autorise, si on gère les transactions dessus. Le Web Coverage Service, donc pour permettre là de traiter non pas d'informations géographiques vectorielles brutes, mais derrière de l'information matricielle, récupérer un modèle numérique de terrain pour pouvoir l'exploiter ailleurs, modèle numérique de terrain ou autre, enfin bon, toutes ces informations qu'on stocke sous forme de raster. Et puis un autre service qui est important, alors tous les serveurs cartographiques le font pas forcément, qui est le Web Processing Service, qui lui, en fait, va permettre d'exposer des traitements spécifiques qu'on aura pu déployer. Je vais prendre un exemple, calculer un bassin versant à partir d'un modèle numérique de terrain et puis derrière d'un point qu'on a cliqué sur la carte, voilà. Derrière, c'est une possibilité, c'est pour éventuellement faire du parcours de graphe ou des choses comme ça, voilà. Donc c'est des choses qu'on peut enfin des traitements métiers qu'on peut exposer à travers ce protocole-là, de telle manière à ce qu'il soit reconnu à la fois par mon application typiquement métier réalisé sur le web, mais également par mon outil QGIS parce que derrière, j'ai pas forcément envie de m'embêter à redéployer ça côté client ou côté outil bureautique. Voilà. Les protocoles derrière, donc je vais en prendre que deux pour décrire les requêtes. Typiquement, derrière chaque protocole, il y a un certain nombre de requêtes qu'on peut faire. Donc les requêtes pour WMS, c'est le Get Capabilities. En gros, c'est quelles sont les capacités de mon serveur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec lui, quelles sont les cartes qu'il va être capable de me retourner. Donc il va retourner une liste des couches, il va retourner des informations sur les métadonnées du service, qui est-ce qui fait le serveur, c'est quoi le libellé. Typiquement, par exemple, si vous tournez dans votre outil QGIS, voilà, si on sélectionne, alors, hop, je me plante pas. Vous voyez ici, ce sont les métadonnées qu'on a renseignées au niveau du géoserveur qui apparaissent directement dans mon QGIS. Ces métadonnées-là, elles peuvent être réexploitées aussi derrière sur d'autres outils, voilà, pour pouvoir construire une légende et afficher typiquement, voilà, les styles qu'on pourrait retrouver ici, quoi. Voilà, donc c'est des choses qui sont importantes, ces capabilities, parce qu'elles font partie, voilà, du protocole, pour dire à l'outil qui va consommer le service, voilà ce que je te propose, et donc voilà ce que tu peux exploiter, quoi. Voilà. Le getMap va retourner donc du coup une image en fonction de l'emprise qu'on va faire. Donc typiquement, si je retourne sur mon cas de figure ici, voilà, à chaque fois que je vais me déplacer. Du coup, je vais peut-être enlever les photos de l'IGN. Vous voyez ici, donc là, on a une application APOC qui interroge les capabilities et qui construit automatiquement la liste des couches ici avec les styles. Donc voilà. Donc là, si je me déplace, vous voyez, j'ai tout un tas de requêtes qui sont effectuées de type getMap, donc qui retournent en fait. Voilà, ici une image qui correspond à ce que je vois sur l'écran, sur la couche en fait du parcellaire cadastral que j'ai importé, quoi. Voilà, en l'occurrence. Le get feature info, donc lui, il va me permettre de retourner l'information attributaire qui est associée à mon objet cartographique que j'ai, comme j'ai cliqué sur la carte. Voilà. Donc ça, on va le voir aussi tout à l'heure dans les applications métiers, comment ça fonctionne. Pour le WFS, on retrouve évidemment ces get capabilities. Quelles vont être les couches vectorielles que je vais être capable de retrouver. Quels vont être voilà les types d'objets. Donc retourner les schémas, la structure qui permettraient éventuellement de reconstruire dynamiquement un formulaire de données pour pouvoir faire de la saisie d'informations, retourner les listes d'objets, retourner une liste de parcelles dans mon emprise ou retourner une liste de points, enfin que sais-je, enfin les objets issus des couches d'informations, et le log feature et les transactions qui vont permettre justement d'assurer cette partie alors je vais essayer, voilà, cette partie de synchronisation de données. Typiquement, si je me replace ici, en utilisant le protocole WFS, j'ai chargé une emprise géologique, je passe en mode édition. Voilà, je revalide mon changement. Alors, hop.
devrait le voir ici. Je sais plus où j'étais. Voilà, bah si on le fait là, voilà, normalement, vous voyez ici il apparaît, l'emprise apparaît, enfin la modification apparaît. Donc là, j'ai pas développé un seul service métier, enfin un seul bout de code spécifique à mon application. Voilà, tout est géré directement par le serveur via le protocole WFS, quoi. Voilà. Donc c'est ce qu'autorisent ces serveurs cartographiques. GeoServer, là on a vu l'aspect OGC, les règles, ce qui permet d'échanger, ainsi de suite. Voilà, ce qui permet d'échanger de manière normalisée. GeoServer, donc c'est un serveur cartographique open source réalisé en Java, donc qui se déploie dans un conteneur Tomcat ou un conteneur ou directement avec le conteneur embarqué de Jetty. Il est construit à partir de librairies d'algorithmiques reconnus, donc Java Topology Suite. Pour information, c'est ce qui a permis Java de partir enfin il y a le pendant de Java, enfin le pendant en C. C'est plus, je crois que c'est du C. Hein. Le portage de Java en C, c'est Geos, donc qui est utilisé dans PostGIS, qui est utilisé dans GDAL, enfin dans GR, dans tout un tas de choses. Quoi, voilà. Et GeoTools, qui est vraiment la librairie principale qui compose GeoServer, qui permet d'aller attaquer les sources de données, faire la restitution graphique sous forme d'image, enfin tout un tas de suites. Voilà. Il est conforme au GC, donc ça je vous le disais, et il dispose quand même aussi de ce qu'on appelle les vendor options, qui permet en fait c'est des sortes d'extensions un peu propriétaires, si je puis dire, qui permet d'aller un petit peu plus loin, notamment sur la partie style, représentation cartographique avec des styles, pour pouvoir faire un étiquetage un peu plus sympa, voilà. Donc mais on reste quand même dans du quelque chose d'extrêmement standard. Il y a un site, GeoServer, qui permet d'accéder à la nombreuse documentation. Voilà. Donc là prochainement, il y a la DER 2.17 qui va sortir avec un certain nombre de nouveautés, notamment sur le tuilage vectoriel. Donc vous avez la partie, voilà, tout accès à toute la documentation disponible. Donc c'est en anglais. Alors il y en a quelques-unes qui sont en français, éditées par des sociétés, après bon, voir si elles sont à jour, ainsi de suite. Donc vous avez toute la doc qui permet de le déployer, et puis de savoir comment il fonctionne et de le paramétrer. Une petite présentation rapide de l'interface. L'un des avantages de GeoServer, c'est qu'il dispose d'une interface d'administration. Ce que ne propose pas MapServer, ce que propose pour partie QGIS avec son interface cliente, où on peut paramétrer un certain nombre de choses. Ici, on dispose vraiment d'une interface web qui permet, moyennant une petite formation, un tour d'horizon, qui permet de mettre en place rapidement une solution cartographique de diffusion, un serveur cartographique, avec la possibilité de publier ces couches d'informations. Donc, faut savoir que l'information, l'organisation dans GeoServer, alors sans rentrer dans le détail, mais c'est organisé de la manière suivante. On définit des espaces de travail. Pour les espaces de travail, on a des métadonnées qui permettent de renseigner un certain nombre de choses. On définit les protocoles qui vont être exploités, qui seront proposés dans cet espace de travail. Donc ici, vous voyez WMS, WFS, entre autres. Chaque espace de travail permet d'accéder à des sources. Enfin, pour chaque espace de travail, on va renseigner des sources, des entrepôts de données ou des sources d'informations disponibles. Donc vous voyez ici, on retrouve les principales, mais sous forme d'extension, vous allez retrouver le Oracle spatial, le SQL Server, le DB2, l'Elasticsearch pour ceux qui veulent faire qui ont des gros stockages de données dans des bases Elasticsearch ou autres. Voilà, donc ça, vous retrouvez ça sur le site, sur le site GeoServer. Donc, les différentes extensions qui permettent de se connecter aux sources de données vectorielles. Donc, c'est à la fois des bases de données, à la fois des fichiers. Ça peut être d'autres serveurs cartographiques distants qui renvoient du WFS et qui donc du coup permettent de pouvoir faire une sorte de chaînage entre serveurs. On a également bien entendu tout ce qui est données images. Donc les TIFF, les géotifs, même si à mon sens GeoServer est pas forcément le plus pertinent si derrière vous avez que de l'information type raster à publier, quoi. Voilà. Il y a peut-être d'autres solutions qui sont un peu
plus pertinente à mon sens. Voilà. Et puis éventuellement, vous voyez ici, on peut aussi faire ce qu'on appelle du WMS cascading, donc pouvoir avoir un géoserveur qui consomme un autre serveur cartographique sous le flux du WMS pour pouvoir après rediffuser, quoi, faire une sorte de proxy, quoi. Voilà. Donc ces entrepôts vont permettre après d'établir différentes couches d'informations, d'accéder à différentes couches d'informations. Donc ici, donc que ça soit, alors là on est dans une base de données PostgreSQL, donc on accède à la fois aux vues ou aux tables spatiales, et puis derrière, la possibilité pour chaque couche de configurer ce que l'on veut voir, les attributs, le système de projection d'entrée, bien évidemment, publier en mettant les styles cartographiques qu'on souhaite proposer et qui seront donc du coup visibles directement dans le QGIS quand on va vouloir charger la couche ou à travers le client SIG. Donc on peut vraiment configurer ici vraiment beaucoup de choses. Pour information, nous au niveau quand on déploie Remocra, la solution pour les pompiers dont j'ai parlé tout à l'heure, quand on déploie Remocra, derrière après les SDIS, le personnel du SDIS, les géomaticiens sont autonomes pour pouvoir administrer leurs couches, rajouter leurs couches, publier leurs styles, ainsi de suite, quoi. Voilà. On va être honnête. On n'est pas dans une solution packagée type QGIS client et QGIS serveur où je décide. Enfin voilà, il y a à un moment donné, notamment pour les styles, un travail à faire dans la rédaction du style. Voilà, on n'est pas. Il y a une norme qui est utilisée qui est la norme SLD et malheureusement en fait tous les outils ne sont pas forcément capables de pouvoir retraduire leur style, les styles qu'ils utilisent dans leurs outils SIG sous ce format-là, quoi. Alors QGIS, il y a eu des efforts de fait entre GeoServer et QGIS. On n'est encore pas à un système qui permettrait de gérer toute la finesse de sémiologie graphique lors de la conversion. Bon. Voilà, ça fait partie des points qu'il faut également prendre en compte lors du choix du serveur cartographique. Voilà. Donc les couches, la possibilité, donc je vous le disais, de mettre en place du cache cartographique, qui permettrait d'accéder, par exemple, si je diffuse, du parcellaire, j'ai une couche de parcellaire cadastral. Ce parcellaire il est mis à jour tous les 6 mois. J'ai vraisemblablement intérêt à mettre en place un cache de tuiles pour soulager mon serveur et éviter qu'à chaque fois il aille faire une requête en base de données pour sélectionner les parcelles qui sont situées dans l'emprise de ma carte que la requête du client SIG a faite, quoi. Voilà. Donc ça c'est des choses sur lesquelles nativement c'est facilement déployable dans GeoServer, facilement paramétrable, il n'y a pas de souci. Après, il y a toute la configuration globale des services. Donc voilà. Donc, on peut aussi agréger ce qu'on appelle les couches. C'est-à-dire, par exemple, on peut imaginer créer une couche visible qui s'appelle la couche cadastre, qui derrière va aller chercher les limites de parcelles, les limites de section, les limites de lieu-dit, le bornage, les axes de voie, enfin tout un voilà. Et apparaître, en fait, même si on a plusieurs tables, on peut faire cette sorte d'agrégation. Donc pour derrière, en gros, on a une couche cadastre qui prenne en compte différentes sources différentes tables de données sur lesquelles on applique différents styles et qui vont donner une couche une couche un petit peu homogène. Voilà, donc c'est ces choses-là. Donc typiquement là dans le cadre de Remocra, vous voyez, on en a exploité quelques-unes de ces possibilités. Donc voilà, si je prends administratif, on a par exemple ici on a les contours des centres de secours. Donc c'est un découpage opérationnel pour les centres de secours, des services de secours et d'incendie, les communes et les départements, et on appelle ça la couche administrative. Donc dans notre application ou dans notre QGIS, on verra une couche qui s'appelle administratif. Voilà. Je vais pas trop rentrer dans le détail. Il y a toute la partie configuration sur les accès, sur la sécurité, ainsi de suite. On verra nous comment on l'a traité dans d'autres applications, dans l'application Remocra, entre autres. Parce que, alors aujourd'hui c'est un petit peu différent parce que ça a évolué, mais à l'époque dans la version, c'est une application qui date un peu, quand on l'a exploité, les possibilités offertes par GeoServer n'étaient pas forcément suffisantes, quoi. Voilà. Alors GeoServer, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça n'est pas? Qu'est-ce que cela n'est pas? Donc ce n'est pas un web SIG, vous l'avez bien compris, à lui tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous n'avez pas votre client cartographique QGIS ou votre application, votre site internet, votre application métier carto qui se connecte à ce serveur-là, vous n'allez rien en faire. Il est vraiment là pour établir cette passerelle entre vos données et l'utilisateur final à travers un outil, le client SIG, quoi. Voilà. Donc c'est pas un web SIG à lui tout seul. C'est pas un générateur d'application. Clairement, c'est pas ce que vous pouvez retrouver chez d'autres chez des sociétés comme Business Geographic ou autres où vous allez pouvoir générer vos applis tout seul. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un composant qui est intégré parmi d'autres. C'est ce qu'on fait nous à Atoll, d'autres composants pour bâtir une solution.
Donc voilà, une solution qui sera interopérable. C'est quand même un des gros avantages aussi du dispositif. Voilà. Mais par contre, bon, voilà, effectivement, il fait pas ça. Par contre, il y a des visualisateurs libres qui existent, qu'on peut déployer facilement. On en a déployé un rapidement, facilement rapidement pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. On a également, donc du coup, vu de cette interopérabilité, la possibilité d'interagir facilement avec les outils SIG qui respectent les standards. Et puis, derrière, en ayant justement ces standards, on a derrière une certaine sécurité quand on réalise un développement en disant voilà, je sais que j'utilise le protocole WMS ou le protocole WFS ou autre. Derrière, si je change mon serveur cartographique et que j'en prends un qui respecte aussi ces protocoles, derrière je n'ai pas tout à casser, quoi. Voilà, donc ça c'est important. Donc on s'enferme pas dans une technologie, on s'enferme pas dans de l'échange spécifique entre la base de données et puis l'application, et ainsi de suite. Des fois c'est nécessaire, hein, on n'a pas forcément le choix, mais voilà. Mais en tout cas, ça garantit quand même une certaine pérennité. Un exemple de client cartographiques. Donc ici, ici on est sur un, donc c'est mViewer, hein, pour pas le citer. Donc c'est open source, vous pouvez le déployer chez vous et derrière le brancher sur un géoserveur et il exploite derrière ce qu'il va pouvoir trouver. Il va analyser les capacités, les get capabilities, les capacités du serveur pour pouvoir proposer un certain nombre de couches, quoi. Donc si typiquement, je vais virer. Ça, je vais mettre que les lycées. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'interroge. Donc, c'est pas Atoll qui l'a réalisé. Hein, c'est si je fais ici je clique sur la carte, vous voyez, j'ai une requête qui est réalisée de type WMS. Alors, en tête. C'est pas ce que je voulais faire, c'est celle-là. Voilà. Une requête de type get feature info. Donc, je cherche à avoir de l'information sur l'endroit que j'ai cliqué. Donc là, en l'occurrence, c'est un lycée. Et la réponse qui m'est faite, ici, c'est une réponse de type HTML avec derrière une image qu'on a mis dans un modèle de fiche HTML. Voilà. Et donc du coup, c'est ce qui ressort ici, quoi. Donc là derrière, c'est du HTML, on aurait pu obtenir une information de type GeoJSON pour pouvoir après alimenter éventuellement un formulaire réalisé en JavaScript qui viendrait présenter les informations dans une fiche autrement. Enfin, voilà. On peut, tout est possible. Il y a différents formats de sortie qui sont proposés par le serveur cartographique. Voilà. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, on avait vu le getMap avec le petit bout de parcelle cadastrale. On a le get feature info qui nous retourne ici l'information qu'on a bien voulu mettre en forme dans des templates qui sont gérés aussi, bien évidemment, côté géoserveur. Voilà. Géoserveur au sein des applications métiers, quelques questions à se poser. Effectivement, il faut réfléchir un petit peu à la place de ce serveur cartographique au sein de l'application qu'on souhaite mettre en place. Quel sera le rôle? Est-ce que ça sera un observatoire en lecture seule, tel qu'on l'a vu un petit peu avec l'exemple précédent avec le mViewer, ou derrière je vais avoir de l'information qui sera là, mais qui sera disponible uniquement en termes de consommation? Je vais intégrer, typiquement, je vais me faire un dashboard, un tableau de bord dans lequel il y a de la cartographie avec des analyses thématiques préparées. Sur, comme on l'a vu, hein, soit des cartes par plage, soit des symboles proportionnels, soit des choses comme ça, où l'utilisateur va juste avoir un rôle de consommation de la donnée en lecture, ou est-ce qu'au contraire, je vais aller beaucoup plus loin et je vais exploiter la partie, ce qui peut m'être proposé à travers le protocole WFS et les transactionnels, pour pouvoir saisir l'information, digitaliser, proposer à mes utilisateurs de digitaliser à l'écran des événements, ce qu'on veut, des tronçons de route et ainsi de suite. Est-ce que je vais avoir des services métiers spécifiques à normaliser avec le WPS? Enfin, toutes ces choses-là, c'est quel est le périmètre applicatif, quoi, pour savoir derrière si le serveur, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, si typiquement j'ai que du raster à diffuser, est-ce que je vais partir sur le géoserveur? Moi, si on me posait la question aujourd'hui, je dirais pas forcément oui, quoi. Voilà, je dirais il y a peut-être d'autres solutions, à exploiter. Si derrière on me dit j'ai 50 tables ou 100 tables de données dont le contenu bouge régulièrement, sur lesquels je vais avoir la main sur les styles, à ce moment-là, oui, effectivement, GeoServer est le plus approprié.
Quels sont les types de données? Voilà, donc c'est ce que je disais, les types de données, raster principalement, au vecteur, les formats, la volumétrie. Là dernièrement, on a fait une expertise pour l'ARCEP qui a sorti ma connexion internet. Bon il y a quatre il y a 4 géoserveurs qui tournent en arrière-plan pour pouvoir absorber la charge de consultation du protocole WMS quoi. Voilà. Donc c'est des choses donc ça c'est pareil. Est-ce que ça va supporter alors tout peut être potentiellement dupliqué pour faire du load balancing. Le fait que GeoServer dispose d'une API REST, typiquement, ça va permettre d'accélérer, je dirais, la propagation et le déploiement de tout ce qui est paramétrage. C'est-à-dire que voilà, j'ai paramétré que telle couche d'information, je vais lui rajouter tel style. S'il y a 10 GeoServers derrière, en une seule manip, avec en ligne de commande, je suis capable de tous les traiter d'un coup. Et là, je vais m'affranchir de l'interface d'administration de GeoServer. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Donc la partie mise à jour de données aussi, voilà, est-ce que c'est via mon application, via un client SIG bureautique, est-ce qu'il accède directement à la base de données, est-ce qu'il exploite le protocole WFS, est-ce que derrière ma base de données est alimentée ou mes fichiers shapefile sont déposés par un mécanisme TL, voilà, donc derrière typiquement est-ce que j'ai besoin d'une application, si derrière la mise à jour se fait automatiquement, que les styles ne changent pas, que voilà, l'interface d'administration elle devient pas absolument nécessaire quoi. Voilà. Les moyens techniques et financiers dont je dispose, effectivement, est-ce que je vais héberger la solution chez moi? Est-ce que je vais la sous-traiter à quelqu'un qui est en mesure de l'héberger? Est-ce que derrière, j'ai du personnel qui va être en mesure de se former à l'utilisation de l'outil? Est-ce que j'ai des spécialistes en ligne de commande pour aller paramétrer du Linux ou des choses comme ça? Ou est-ce qu'au contraire, moi, le fait de disposer d'une interface, d'une IHM, ça me rassure? Voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. La part du SIG dans mon application, donc ça c'est pareil. Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que c'est j'ai un petit peu de carte dans mon application métier qui est très métier et qui propose beaucoup de formulaires. C'est principalement cartographique parce que c'est un observatoire cartographique. Voilà, c'est des choses qui sont absolument importante à prendre en compte, au même titre que les fonctionnalités spécifiques. C'est ce que je vous disais. On va le voir tout de suite après dans les applications métiers. Il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont proposées par les serveurs cartographiques, c'est normalisé, ça ne fait pas tout quoi. Voilà. Donc derrière sur la notion de sécurité, d'accès aux données, jusqu'où je peux aller, tout le monde n'a pas forcément tous les serveurs n'ont pas forcément la même richesse fonctionnelle. Donc du coup derrière le choix devra aussi se porter sur ces aspects-là, quoi. Est-ce que je vais devoir mettre en place des services WPS? Typiquement, si j'exploite MapServer, si je veux faire du WPS, je sais que je vais avoir une autre solution à déployer à côté. Donc voilà, c'est pas forcément gênant en soi, voilà, mais faut le savoir. Quelle va être la fréquentation? Je disais la répartition de charge, des choses comme ça. Qu'il faut, voilà. Donc il y a une vraie démarche, une vraie réflexion à mener dans le choix de son serveur cartographique qui va varier en fonction de ses attentes, de ses besoins, de ses utilisateurs. On va passer sur des exemples d'applications métiers. Donc une des premières applications métiers, c'est l'application Remocra. Alors je vous demanderai d'être indulgent sur les interfaces parce qu'elles sont assez vieillissantes pour certaines interfaces. Donc elles sont en cours de refonte. C'est prévu sur la roadmap 2020. Donc c'est une plateforme cartographique open source qui a été à l'initiative du département du Var, en fait, qui souhaitait se doter d'un extranet Carto. Pour pouvoir échanger avec ses partenaires sur toute la problématique risque, donc au sens large. Donc ça allait effectivement principalement de la gestion, ce qu'on appelle la gestion de la défense extérieure contre l'incendie. Donc en fait c'est typiquement travailler avec les partenaires pour s'assurer que, pour simplifier, les pompiers qui sont connectés vont m'en vouloir, mais pour s'assurer que derrière les bornes d'incendie fonctionnent, qu'on puisse les contrôler régulièrement et on s'assure qu'elles fonctionnent, qu'on dispose derrière de l'information la plus fraîche possible pour que quand il y a un départ de feu, on sache que à tel endroit le poteau d'incendie délivre de l'eau avec tant de mètres cubeurs, que la réserve d'incendie qu'on a sous forme de bâche souple ou des choses comme ça, elle est pas percée, elle est en bon état, elle est bien accessible par les camions de pompiers, ainsi de suite. Parce que derrière, si vous voulez, quand on fait le 18, quand on fait le 112,
que les camions partent, quand ils vont sur le terrain, faut qu'ils soient sûrs de pouvoir trouver de l'eau pour éteindre l'incendie. Voilà, donc c'est en partie sur cette partie défense extérieure contre l'incendie, mais pas que. Il y a la défense de la forêt contre l'incendie dans le sud, avec tout ce qui est mis en place, entretien de ce qu'on appelle les pistes, avec la possibilité typiquement de voilà, est-ce que les camions peuvent passer, est-ce qu'ils peuvent se retourner, voilà, donc toute cette problématique de voilà de gestion du risque, qui n'est pas uniquement, qui ne relève pas de la seule je dirais de la seule compétence du SDIS, parce que vous allez retrouver les collectivités locales, donc les mairies, les communes qui ont un certain nombre de compétences dans le domaine, notamment par exemple dans le domaine du respect des obligations légales de débroussaillement. Donc si vous voulez, voilà, il y avait besoin d'une interface qui permettent d'accéder, de multipartenaires qui permettent de travailler de manière cartographique. Donc c'est une application modulaire, je ne reviens pas dessus. C'est une architecture construite sur des composants éprouvés, on va le voir tout de suite après. Et puis, ça doit s'intégrer dans un existant hétérogène. On équipe actuellement, ou on est en phase d'équiper, puisqu'il y en a deux qui sont en cours de déploiement, ou qui vont bientôt passer commande. Donc, la solution, donc avec derrière des petits, c'est pas péjoratif, mais des SDIS un petit peu moins importants en termes de budget et en termes de nombre d'interventions, jusqu'à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Voilà, donc on est sur une solution métier complexe, mais qui doit aussi tenir compte justement d'hétérogénéité des systèmes. C'est comme je vous disais, on doit s'intégrer dans les systèmes opérationnels. Voilà, il n'y en a pas deux pareils en France, quoi. Au niveau d'architecture, on est sur une architecture, voilà, avec, vous retrouvez ici votre serveur Remocra, avec notre base de données PostgreSQL PostGIS, notre cœur ici métier applicatif, donc avec réalisé en Spring. Donc là, on est en train de faire évoluer petit à petit pour passer sur des composants un peu plus moderne et puis performant tel que Juke. Voilà, notre serveur cartographique GeoServer qui est ici et qui va alimenter voilà nos navigateurs web à travers la librairie OpenLayers. Mais on a également ici typiquement le géoportail qui vient également en renfort pour fournir les fonds de plan. Typiquement la solution Remocra, le GeoServer n'est pas exploité pour aller publier de l'orthophoto qui même si le SDIS dispose des licences, de l'orthophoto IGN, dès lors que derrière le géoportail propose nativement des tuiles, des images tuilées en cache. Voilà. Donc le GeoServer va prendre en charge, lui, par contre, la diffusion de l'information géographique unique, métier proposé par le SDIS avec derrière un mécanisme de synchronisation entre la base de données SIG et la base de données métier Remocra. Voilà. Donc derrière, vraiment un rôle d'inscription dans une architecture qui mêle à la fois, je vous dis, les serveurs cartographiques, des ETL et des services externes, quoi. Donc là, c'est le Remocra, donc la solution qui est mise en place sur le secteur de la BSPP. Donc ils sont en production depuis 15 jours actuellement, enfin depuis à peu près même un peu plus de 15 jours. Et donc derrière, ils ont à peu près 40 000 points d'eau d'incendie qui protègent, qui assurent la défense extérieure de l'incendie de la ville de Paris. Donc là, le GeoServer, ici, vous voyez, on est également dans du fond, enfin dans une application cartographique qui est mixte, puisqu'on utilise à la fois des fonds IGN proposés par l'API Géoportail, des fonds OSM qui sont là en secours. On a eu le cas, les uns sont en secours des autres, d'ailleurs. Si l'IGN tombe, on a quand même la possibilité d'avoir un fonds OSM de secours, et inversement, si le fonds OSM n'est plus disponible, voilà, on a la possibilité d'avoir un fonds géoportail. Donc voilà. Et puis derrière, les autres fonds cartographiques faits par le GeoServer, avec derrière des légendes, des analyses thématiques qui sont spécifiques. Donc là, elles sont spécifiques à chaque SDIS d'ailleurs, hein. Donc vous voyez avec des légendes qui sont quand même donc là c'est pas une légende générée automatiquement par GeoServer. Il est bien évidemment pas capable de mettre en place ce type de mise en page. Par contre, la solution Remocra permet de remplacer la légende proposée nativement par l'outil la légende automatique de GeoServer par une légende alternative qui est proposée. Voilà. Je vais pas faire une présentation approfondie des fonctionnalités de Remocra. L'idée c'est pas ça.
on a la possibilité ici, vous voyez, voilà, d'interroger les objets pour pouvoir obtenir les fiches d'information et sur lesquelles en fait on va construire des applications métiers, enfin des formulaires métiers particuliers. Voilà. Donc avec à la fois derrière, donc cette possibilité d'obtenir des informations. Donc les utilisateurs disposent de ces écrans métiers qui vont permettre derrière de communiquer avec, de renseigner les informations, de le faire partir côté base de données, et derrière la possibilité évidemment. Donc là, alors je vais par exemple prendre ce cas-là, je vais créer une nouvelle visite. Voilà. Donc une visite, c'est typiquement, je vais sur le terrain, je vais contrôler que le point d'eau d'incendie, il est conforme. Donc j'ai un certain nombre de points, à vérifier. Donc en gras, c'est quelque chose qui m'est indisponible. Voilà, et normalement, vous voyez, le PEI, automatiquement, le géoserveur a compris, il a reçu l'information comme quoi j'ai renseigné une anomalie qui faisait que le PEI, le point d'eau d'incendie, n'était plus disponible. Donc, il applique la charte cartographique et donc, du coup, il bascule en rouge, non disponible. Voilà. Donc, le géoserveur, il est utilisé pour toute cette partie représentation et échange d'informations avec l'application métier, avec l'application métier Remocra. Donc, je vais basculer typiquement maintenant sur celui du Var. Donc sur un autre module, qui est le module, donc un module de gestion de crise. Donc là, donc ce module, il a été mis en place aussi pour, il a été mis en place pour pouvoir notamment gérer tout ce qui est problématique d'inondation, plus Evenol, notamment dans PACA, quoi. Voilà, avec la possibilité derrière, donc du coup, de localiser des événements, mais une organisation métier un petit peu particulière, dans le sens où derrière on a à la fois cette partie gestion opérationnelle. Donc vous voyez ici typiquement on a ce qu'on appelle les tâches d'eau, ça mériterait, vous voyez c'est un peu flou. Le serveur, c'est énorme comme couche de données, mériterait ici d'avoir une mise en cache. Bon, on a dû le faire sur le serveur de production, voilà. Alors attendez, retour d'expérience. Voilà. Donc on a avec derrière la possibilité donc de travailler en mode anticipation. Quelle va être, en gros, j'anticipe la situation dans quelques heures, ou alors derrière ça met bien longtemps curieusement. Ou alors derrière je suis en mode opérationnel, je peux saisir des événements, quoi. Voilà. Alors je sais pas si c'est bon. On a certaines lenteurs sur ce dispositif. L'idée c'est de pouvoir on a mis en place sur ce serveur-là aussi des spécificités qui consistent à pouvoir filtrer les événements comme avec une recherche par facette. Voilà, donc c'est des choses qui sont, c'est curieux, c'est des choses qui sont, qui ont nécessité un petit développement spécifique en utilisant ce qu'on appelle le SQL filter, qui permet au géoserveur en fait de lui passer des paramètres sur lesquels il va devoir filtrer des informations différemment. La possibilité, donc, alors attendez que je reprenne une. Voilà, la possibilité d'aller configurer les couches avec, pareil, la possibilité d'aller interroger le get capabilities pour avoir ce qu'on doit rajouter ici. Voilà. Donc là, on exploite directement les capacités du serveur GeoServer pour pouvoir les mettre dans une interface qui sera adaptée à l'utilisateur final, quoi. Voilà. Donc derrière, on redéveloppe pas une partie qui consisterait à lister les couches de la base de données. Non, on interroge le géoserveur. Qu'est-ce que tu es capable de me fournir comme couche d'information? Voilà. Une des particularités, on va le voir après, de l'application Remocra, ça concerne notamment la partie, alors je vais y arriver, la notion de gestion de profil et la notion de territoire de compétence. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, GeoServer, il dit voilà, moi je publie des couches. Par contre, voilà, c'est ouvert, c'est pas ouvert. Je suis capable de gérer une authentification. Voilà, nous on devait aller plus loin parce que derrière, dans un centre de secours ou dans les communes, tout le monde n'a pas le même droit de faire les mêmes choses, n'a pas accès aux mêmes fonctionnalités, ni sur les mêmes secteurs. Donc on a une notion de profil utilisateur et on a aussi une notion de zone de compétence.
Donc c'est-à-dire que certains utilisateurs vont avoir le droit de tout faire sur tout le département, et puis d'autres utilisateurs, des pompiers bénévoles ou autres, vont être en mesure de pouvoir travailler uniquement sur un secteur particulier, ou même un maire par exemple, ou un technicien de collectivité, sur un secteur particulier et ne pas avoir à travailler ailleurs. Donc on a à la fois cette problématique de profil et cette problématique de qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Donc on a mis en place à l'époque un proxy qui permet de pouvoir assurer cette authentification des utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait on a demandé à ce proxy d'assurer l'authentification pour le compte du géoserveur. Le géoserveur n'est pas accessible directement, on doit passer par ce proxy. Ce proxy exploite la table et les mécanismes d'authentification et de gestion des droits mis en place au niveau de l'application Remocra. Donc c'est-à-dire que derrière, en fait, dans mon QGIS, si je veux me connecter au géoserveur, je vais rentrer mes mêmes logins, mon même password que ce que je rentrerai pour me connecter à ma solution Remocra. Et derrière, il ne va me proposer que les couches auxquelles j'ai droit, auxquelles j'ai droit, et sur le secteur de compétences qui est le mien. Voilà. Donc donc on a vraiment un filtrage par zone de compétences, donc géré par le proxy. Donc c'est une zone de compétence, c'est un polygone stocké en base de données et qui permet de définir un pochoir, hein, c'est ça. Donc qui filtre les informations qui me sont restituées, un filtrage de l'accès aux couches et également un filtrage du get feature info, du contenu du get feature info pour pouvoir potentiellement masquer dans les fiches de formulaire une information qui ne devrait pas être accessible à mon profil utilisateur. Voilà. Et puis derrière, c'est ce que je vous disais, des filtres complémentaires qui permettent de faire de la recherche par facette, qui permettent de distinguer le caractère opérationnel ou anticipation en appliquant directement des styles différents sur les objets, du filtrage SQL et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est la particularité qu'on a exploitée, c'est-à-dire que GeoServer, pour ce coup-là, n'allait pas à l'époque assez loin en termes de fonctionnalités. Donc on a développé ce proxy qui a pris en charge un certain nombre de fonctionnalités complémentaires. Si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que Remocra on repartirait sur GeoServer? Sans aucun doute, parce que derrière il répond, alors même si on a mis en place un proxy, il répond à ce besoin d'autonomie des SDIS pour pouvoir gérer leurs propres couches d'information et leur propre style SLD, voilà. Donc en fait, on a des mécanismes en place qui existent entre les bases SIG et la base de données Remocra, avec typiquement de la synchronisation de données automatique. Je crée une nouvelle table dans mon SIG, elle va être en mesure de se créer automatiquement dans un schéma de la base de données Remocra référentielle, donc par principe ETL. Et donc derrière, après l'utilisateur va pouvoir accéder à l'interface, ou s'il connaît l'API, pouvoir exploiter l'API, pour pouvoir rajouter sa couche de données sans faire appel à AtolCD. Donc il y a une vraie autonomie là-dessus. L'idée c'est ça. Donc GeoServer ayant cette interface, ayant ces dispositifs d'API, répond à la demande. Donc ça c'est sûr que le choix serait confirmé. Après par contre si aujourd'hui on devrait peut-être le refaire, et c'est pas exclu que ça évolue comme ça, on remplacerait peut-être le proxy par une exploitation en fait des nouvelles fonctionnalités qui sont proposées, notamment en termes de gestion des règles d'accès aux données, voilà. Et vu que tout est capable maintenant, on peut gérer entièrement avec l'API REST administré de GeoServer. On aurait plutôt peut-être un mécanisme de synchronisation du paramétrage de GeoServer avec l'application métier, plus qu'une mise en place de proxy. Donc ce qui ferait que voilà, on serait vraiment je pense qu'on partirait plus sur ce système-là. Et puis enfin, on a un certain mécanisme. Bon, je les ai pas présentés dans l'application, mais on a certaines mécaniques qui permettent de faire des extractions de données, de télécharger des données sur des requêtes ou des choses comme ça. On passe par des mécanismes ETL. On pourrait peut-être proposer soit par du téléchargement WFS, soit peut-être dans certains cas, on va peut-être l'étudier parce qu'on est en train de déployer de développer un module de calcul de couverture hydraulique, donc qui vise à générer des buffers autour d'axes de voie en fonction, le long des axes de voie à partir de poteaux d'incendie pour être capable de savoir quand je suis connecté à un poteau d'incendie avec mes tuyaux jusqu'où je peux aller. 200 mètres, ça fait quoi en me baladant le long des routes? Dessine-moi les zones de couverture
Voilà, c'est un peu comme des isochrones, hein, voilà. Donc peut-être on mettra en place ce service WPS pour que derrière ce protocole, en fait, ce traitement qui génère ces zones donc de couverture hydraulique puisse être à la fois exploité à travers l'application Emocra, mais à travers d'autres outils bureautiques si besoin, s'en faire sentir, quoi. Voilà. Et pourquoi pas sur d'autres outils métiers, quoi. Voilà. Deuxième application, je vous propose donc que les questions arrivent, je les traite à la fin, hein, parce que sinon je vais pas y arriver. Deuxième application, c'est l'application de gestion des égouts de Paris. Ce sont les applications de gestion des égouts de Paris. Donc c'est une application, ce sont des applications plus récentes. Que la ville de Paris, à travers le service technique de l'eau, l'assainissement, a confié à la société Atoll la réalisation et à la société Atoll et à la société Oslandia. C'est un partenariat. La réalisation d'une suite applicative qui permettent de prendre en charge la gestion des égouts de Paris. Donc, faut savoir que les égouts de Paris ont cette particularité qu'ils sont visitables. C'est-à-dire que les gens descendent dedans. Donc en ce moment, ils continuent à travailler malgré le Covid et ainsi de suite. Voilà, donc les gens descendent dedans et ils font des visites de contrôle, ils font des interventions qui vont consister à enlever des embâcles, à mettre des barrages dans certains cas pour pouvoir faciliter quelque chose, désensabler des secteurs ensablés et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est derrière une suite applicative sur lesquelles ils ont besoin de travailler. Donc je vous disais, la maintenance du plan des égouts de Paris, la visite en égout qui permet de faire des diagnostics, la planification et les interventions qui permettent de dire je vais supprimer une fuite, je vais faire un désensablement, je vais poser un busage, un barrage ou ainsi de suite, changer une valve. Et puis ce qu'on appelle les galeries techniques, c'est le fait de pouvoir utiliser les réseaux d'égouts comme galerie technique, donc pouvoir faire passer du réseau de chaleur, de la canalisation d'eau potable, de la fibre optique, et donc du coup l'application galerie technique doit être accessible aux différents prestataires. Voilà. Donc là je vais vous montrer une de ces applications. Qui est l'application intranet, donc avec une interface qui est ici plus moderne, hein, on est plus sur du XJS, on est plutôt sur du Vue.js avec derrière les menus sandwich que vous retrouvez régulièrement. Donc on est pareil sur l'analyse derrière de get capabilities. Donc ici il y a qu'un style, je pense qu'on en a ici plusieurs. Voilà, tronçon avec numéro. Voilà, donc l'analyse de capabilities et puis derrière dans l'objectif de pouvoir représenter le plan des égouts de Paris. Donc là vous voyez on est sur une représentation si je vous mets les différentes couches sur une représentation plutôt type DAO. Hein. Il faut savoir que le plan était maintenu avec AutoCAD ou AutoCAD Map et dans le cas de la refonte, en fait, ils sont partis sur QGIS. Donc maintenant en fait l'application de mise à jour du plan c'est QGIS quoi. Voilà. Donc derrière, on est sur de l'application, sur une suite applicative où on a à la fois un client lourd QGIS qui permet de pouvoir mettre à jour les tronçons, inverser le sens d'écoulement des eaux, c'est ici, ou alors déplacer des regards, des branchements particuliers, des choses comme ça. Et en même temps, derrière, la possibilité donc du coup de pouvoir réaliser. Alors, je vais prendre par exemple ici la possibilité, donc créer une nouvelle sélection. Hop. Sélectionner un tronçon. Alors, il faut que je sélectionne, la couche qui va bien. Voilà. La possibilité d'avoir un tronçon et donc du coup ces informations, qui permettent d'accéder à l'information technique. Qu'est-ce que c'est, Donc c'est responsive design, hein, c'est pour ça que ça explique un petit peu ce type de présentation. La possibilité typiquement d'aller positionner derrière effectivement par exemple une fuite, un barrage ou autre. Alors par exemple je vais mettre un barrage, localiser le type, un barrage en bois. J'ai pas pris en charge le développement de cette application. Enfin, je suis intervenu sur une partie un peu plus conception. Faut savoir qu'au niveau base de données, on est en full, on n'est pas en positionnement XY.
dans la saisie d'information, on est en active curviligne. C'est-à-dire qu'en fait, tout est localisé par rapport à des points de repère. C'est-à-dire qu'en égout sous Paris, on n'a pas de GPS qui passe. Donc en fait, on prend des points de repère, des intersections entre collecteurs, entre tunnels, par rapport à des branchements particuliers, par rapport à des obstacles ou des choses comme ça. Et tout ce qu'on positionne, on le positionne par rapport à ça. Vous voyez ici, branchement regard 10, et je dis que c'est situé. Alors on n'a pas besoin d'une précision extrême à 14 mètres. Alors effectivement, que je lui mette une certaine hauteur pour mon but. Voilà. Donc je suis sur un barrage. Voilà, je vais retourner là-dessus. Alors, habillage plan, fond externe, ouvrage temporaire. Alors, donc il a dû me positionner quelque chose ici. Voilà, c'est ça, c'est ici. Il m'a positionné un ouvrage. Voilà. Donc derrière, on est sur cette capacité. On a des possibilités d'impression. Donc derrière, avec on exploite en fait à la fois les capacités du géoserveur à pouvoir restituer donc cette image pour pouvoir l'intégrer dans un rapport, mais aussi un autre composant qui est le composant Pentao, qui est un moteur de rapport. Vous connaissez peut-être Jasper Report. Bon, c'est le même pour le Pentao pour Pentao, la suite Pentao, quoi. Voilà. Je vais revenir rapidement parce que je vois que le temps passe. Donc au niveau de l'architecture, je vous disais, on retrouve notre application ici en Juke, pour le coup, une application plus récente, une authentification externe qu'on fait ici, alors c'est du CAS. Voilà, notre géoserveur qui intervient, qui va interroger notre base de données PostgreSQL, PostGIS. Derrière nos problématiques, enfin nos outils, moteur de rapport qui sert à la fois à faire des cartes, qui est exploité pour faire la cartographie. L'impression cartographique, mais qui est aussi exploité pour faire typiquement des cartes de descente en égout. Donc on a besoin d'imprimer des petites choses, des petites cartes pour les gens qui descendent en égout pour visiter les égouts. Un moteur ETL qui va prendre en charge une partie des traitements d'information. Notre application QGIS qui est dédiée à la partie bureau d'études, enfin entre guillemets aux équipes qui maintiennent le plan des égouts de Paris. Donc ils travaillent directement connectés à la base de données PostgreSQL PostGIS. On aurait pu imaginer, c'est pas le cas là, mais on aurait pu imaginer qu'ils exploitent du protocole WFS, du protocole WPS dans certains cas, aller découper, aller changer le sens d'orientation d'un tronçon. Ça peut se faire en protocole WPS. Voilà, donc il y a pas de souci là-dessus, quoi. Des services de géocodage externes, le géoportail qu'on retrouve également aussi ici en fond de plan. Il y a des services WMS qui sont, alors on les a pas mis ici, si on l'a mis ici WMS Cascading, qui permettent d'aller interroger le serveur cartographique de la ville de Paris. Donc là, on est OSTEA, c'est un service spécifique. Donc le géoserveur va lui-même interroger le service WMS, qui doit être de l'ESRI, je crois, qui est en ESRI, pour pouvoir faire du WMS Cascading. Voilà. Et puis, bien entendu, les applications clientes, enfin ce qu'on a vu, enfin une qu'on a vue, le client cartographique, OpenLayers avec du Vue.js, donc qui permet d'avoir une interface responsive. On a également une application, donc là des exemples de l'interface QGIS, donc développée par Oslandia, notre partenaire sur ce coup-là. Et puis alors une vieille capture, il ressemble plus vraiment à ça aujourd'hui, je pense, de l'application de descente en égout. Donc, il fonctionne en mode déconnecté. Donc, les gens ont quand même le plan dans les égouts. Ils n'ont pas la position en temps réel, la position GPS, mais ils ont quand même, parce que le GPS ne passe pas. Par contre, ils ont quand même le plan des égouts sur leur tournée de visite, quoi. Donc, les particularités, donc je les ai évoquées en partie. La mise à jour du plan est réalisée non pas à travers l'extranet cartographique, mais à travers QGIS. Ça aurait pu être à travers un extranet cartographique, c'est pas le choix qui a été fait. Le cache cartographique de l'application mobile, il est généré directement par GeoServer à travers le module intégré GeoWebCache qui permet de mettre en cache. Le WMS Cascading avec le service de la ville de Paris. On a des SLD, donc le SLD c'est les styles, la norme qui régit les styles relativement complexes. Vous voyez au niveau du style, on est vraiment sur presque de la DAO, quoi, avec la rotation de symboles à intégrer pour pouvoir les mettre à la perpendiculaire des axes, enfin la perpendiculaire des tronçons. Toutes ces problématiques de barres, enfin voilà,
pour bien identifier les secteurs sur lesquels voilà, en rouge sur les secteurs sur lesquels il ne faut pas descendre en égout parce que par exemple on a une vidange de piscine qui va avoir lieu, donc c'est pas, ça va être, les réseaux vont être engorgés. Le module d'impression, le modèle de données topologique, effectivement, donc on a une reconversion avec des vues consolidées en XY parce que GeoServer n'est pas capable nativement, enfin là je crois qu'il n'y en a aucun qui sont capables nativement de pouvoir gérer la psy-survie en natif pour le positionnement. Et puis bon, bah pas de GPS sous terre, c'est ce que je vous disais. Voilà. Donc voilà un petit peu certaines, voilà, l'exploitation qu'on peut avoir du GeoServer, du GeoServer dans le cadre d'applications métiers. Donc c'est vraiment un composant parmi d'autres. Donc on peut aller de manière dans une application relativement simple, un viewer carto léger type MViewer comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, un GeoServer, je construis une solution qui permet de diffuser de la cartographie dans des choses beaucoup plus complexes où la cartographie a son importance, c'est parfois même l'accueil, le moyen d'accès principal à l'information, mais où vous l'avez vu, on a des formulaires quand même évoluer, des processus métiers, voilà, avec des règles complexes, telle personne a le droit d'accès à telle information, il y a de la cinématique de saisie, voilà, des applications mobiles qui doivent partir sur le terrain avec du fond de plan déconnecté, de la synchronisation, d'authentification, enfin voilà. Donc, et auquel cas le GeoServer n'est qu'un composant parmi d'autres. Voilà. Par contre, c'est un composant qui assure cette interopérabilité. Par exemple, pour reprendre le cas de Remocra, on a un module de gestion des obligations légales de débroussaillement, donc qui est proposé sur l'interface. La ville de Toulon a son propre outil. Par contre, ils sont preneurs d'informations quand même existantes et ils la reversent aussi, voilà, mais d'informations existantes aux alentours. Donc du coup, ils exploitent directement les flux WMS proposés par Remocra à travers GeoServer directement dans leur appli. Donc c'est-à-dire qu'ils viennent consommer les flux WMS proposés par Remocra, donc indirectement et techniquement derrière avec GeoServer. Voilà. Donc on n'est pas dans la construction de solutions fermées, on est vraiment dans un dispositif qui garantit une certaine ouverture de par le choix justement de ces protocoles et puis derrière voilà le fait que les composants open source voilà peuvent être puis en plus dans le cadre de Remocra c'est une solution open source aussi, donc tout est potentiellement réexploitable, quoi. Alors, voilà un petit peu pour la fin. Donc, je vous propose, voilà, je vais vous mettre ça alors sur nos, voilà, en fond de plan pendant qu'on va répondre aux questions. Alors, je reprends les différentes questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Hein, voilà. Alors, est-il pertinent d'utiliser GeoServer comme un outil de versionning des couches SIG? J'allais dire le rôle de GeoServer, c'est pas forcément de faire du versionning de couches SIG, quoi. Il y a des outils, alors je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle une sorte de Git pour, j'ai pas exploité, mais une sorte de Git pour l'information géographique, qui s'appelle GeoGit, je crois, qui permet justement de versionner des jeux de données. Donc je sais pas si je réponds à la question. En tout cas, GeoServer, il est là pour la représenter, la donnée, pour éventuellement permettre d'assurer des transactions pour la partie synchronisation. Son rôle, c'est pas forcément de faire du versionning, quoi. Il y a des outils, qui seront plus appropriés. Après, ça peut être du versionning en base de données, et puis derrière des dates de début et des dates de fin, et sur lesquelles on joue sur des critères, hein. Typiquement, voilà, si vous mettez des dates de fin sur des entités et que dans vos styles cartographiques ou dans vos, voilà, vous faites un filtrage SQL en disant tu m'exclus toutes les features qui exploitent qui disposent, tu m'enlèves toutes les features qui ont une date de fin, à ce moment-là, il sera en mesure de le faire effectivement. Mais ça sera pas du versionning au sens, voilà, le versionning, il est à gérer en amont. Lui, il sera capable d'en tenir compte dans sa représentation ou dans sa diffusion de données. Attendez, je vais reprendre quand même les prendre dans le bon sens. Alors, pourquoi je peux pas? Voilà, excusez-moi. Problème de connexion. Alors, est-ce que la présentation sera diffusée aux participants? Je pense que oui. Je suis même à peu près certain. Quel serveur raster conseillez-vous? Donc voilà, c'est ce que je vous disais pour la partie
enfin, comment dire, source de données raster uniquement, je pense que Map Server, par exemple, est à travers GDAL, est peut-être plus approprié. Par contre, il sera pas forcément suffisant lui-même. Peut-être que derrière, je mettrai un Map Proxy pour faire du tuilage ou ainsi de suite, quoi. Voilà. Voilà. Je sais pas si je réponds à la question. Après, GeoServer est capable de le faire. Hein. Il dispose. Voilà. On n'a pas forcément testé les drivers GDAL. Faudrait tester GeoServer et les drivers GDAL, voir un petit peu comment ils se comportent. Voilà. Mais nativement, si vous voulez manipuler du raster avec Java, il est peut-être un petit peu moins à l'aise, voilà, sur cet aspect-là. Alors, avez-vous un retour d'expérience à la publication des tuiles vectorielles avec GeoServer? Donc oui, on a expérimenté un certain nombre de choses. Voilà, donc là, il y a typiquement, j'ai un collègue de la société Agaric là, qui l'a exploité dernièrement pour pouvoir faire du tuilage vectoriel sur tout ce qui est zone AOC en région Bourgogne. Donc il y a un site, je pourrais mettre, je remettrai éventuellement, je l'ai plus sous la main, mais un site où on peut consulter toutes les appellations de Bourgogne et la représentation, en fait, la surcouche des périmètres des zones d'appellation est en tuile vectorielle et c'est GeoServer qui est exploité, quoi. Voilà. Donc après il y en a d'autres. Il y a GeoServer qui est là. Si derrière l'objectif ce n'est de faire que du tuilage vectoriel, qu'il n'y a pas le besoin d'autres protocoles se fait pas ressentir, est-ce que c'est GeoServer que je prendrais? Pas forcément. GeoServer il a cette capacité à être, si vous voulez, à pouvoir couvrir vraiment un petit peu tous les besoins WPS, tous les protocoles. Donc du coup, il est suffisamment souple pour permettre de répondre. Si derrière je veux faire que du tuilage vectoriel, il y a du Tegola, il y a tout un tas d'autres outils, voilà. Donc ça fait partie des choix, des questions qu'on se pose, hein, je l'évoquais tout à l'heure. Voilà, prendre le bon outil pour ce qu'on veut, pour qu'il soit en meilleure adéquation avec le besoin. Voilà. Avez-vous publication d'études vectorielles? Après, pour définir les droits d'accès, peut-on se lier à un Active Directory? Alors, il y a la possibilité de se lier, alors avec un Active Directory particulièrement, je sais pas. Il y a la possibilité de se connecter à un LDAP. J'avoue que j'ai pas testé encore avec l'Active Directory. Je peux pas vous répondre. Il y a une extension pour le LDAP. Donc, est-ce qu'il comprend? Enfin, est-ce qu'il est capable d'interpréter l'AD? Je pense que oui. À vérifier, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à toutes? Donc je ne sais pas si c'est ce que vous attendiez de la présentation. J'espère que oui. Voilà. Donc nous, ce que je rappelais tout à l'heure, hein, on intervient à la fois Atoll sur la partie définition d'architecture. Voilà. Sur ces questions que vous posez, qu'on évoque là, à un moment donné, est-ce que l'outil exploité pour ce qu'on veut mettre en place, c'est comment, c'est GeoServer, c'est autre chose. Sur toute la problématique optimisation. Voilà, ça va de la JVM, ça va de s'assurer qu'on est bien au niveau indexé, au niveau base de données. C'est mettre en place effectivement, aider à mettre en place un système qui permet de répartition de charge, qui fait que quand il y a 4 requêtes WMS qui vont arriver sur le serveur frontal, elles vont être réparties sur 4 GeoServers derrière, qui vont prendre en charge la surcharge. Typiquement, par exemple, l'ARCEP, je crois nous, la mission, c'était par exemple de pouvoir avoir 800 utilisateurs simultanés sur le site qui font une requête toutes les 3 secondes, quoi. Voilà. Du développement de solutions sur mesure, vous l'avez vu aujourd'hui à travers 2 exemples. Hein. Donc c'est des exemples d'applications métiers spécifiques, mais on est aussi capable de proposer des observatoires carto qui se basent là-dessus, de proposer des portails des portails cartographiques plus de consultation, de manière plus simple. Voilà. Donc si vous voulez, vous voyez un petit peu on n'est pas obligé de faire des trucs de malade, hein. Ça peut partir d'un simple viewer, où je diffuse mes couches d'informations, les gens viennent consommer. Dans certains, il y a certains appels d'offres qui sortent où les gens demandent simplement un viewer avec la possibilité de pouvoir diffuser des couches pour que les agents puissent avoir l'information représentée avec des analyses thématiques sous forme cartographique. Voilà. Ça va pas forcément toujours dans des applications extrêmement complexes comme Remocra ou la ville de Paris.
Donc la partie formation, donc avec différents niveaux de formation, hein, donc je découvre GeoServer, comment est-ce qu'on le déploie, je vais plus loin, la partie optimisation, la partie mise en place de services WPS. Bon là on touche parfois dans certains cas presque du code, hein, quand il faut développer du WPS en Java, bon bah on est plus dans du développement, hein, voilà, que ce soit pour GeoServer ou pour autre chose, bon c'est voilà, mais en tout cas, comment je peux intégrer mon code dans le cadre de ce protocole-là, plutôt que dans un truc maison qui pourrait être utilisé uniquement par mon appli, pouvoir le diffuser sur un serveur et l'intégrer avec les interfaces, enfin toutes ces choses-là. Exploiter l'API REST. J'ai 10 géoserveurs, je veux qu'ils soient tous identiques. Voilà, comment est-ce que je peux travailler avec le reste pour pouvoir déployer ça et déployer ma configuration rapidement. Ça, c'est des choses. L'API REST, c'est vraiment un gros plus de GeoServer, je trouve. Voilà. Même pour nous, en termes de déploiement, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et puis, bah, effectivement, le dernier point, c'est l'hébergement des solutions développées. Voilà, donc en lien, voilà, hébergement avec possibilité, bien entendu, d'accès aux bases de données. Hein. Voilà. Donc il y a des questions qui sont nouvellement apparues. Donc on me remercie pour la présentation, la qualité. Bon, ça c'est gentil, ça fait toujours plaisir. Oula, alors je vais en reprendre 2-3 parce que j'ai beaucoup de questions en fait sur la partie hautante. Open Connect ID, je sais pas. Il faudrait que je vois avec les experts. Open ID, je crois qu'il y a une extension. À vérifier. À vérifier, je crois qu'il y en a une, quoi. Alors, pour la gestion des permissions et des droits, alors je suppose que la question c'est comment est-ce qu'on gère la permission et les droits. Donc il y a des, alors nativement il y a un certain nombre de choses dans le GeoServer de base. Il y a une extension qui s'appelle GeoFence qui a un réel intérêt, et notamment aussi parce qu'elle est amplifiée. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on peut définir des emprises territoriales, on peut définir des règles. Typiquement, telle personne a accès à telle couche dans le cadre de tel protocole ou tel profil. Enfin, tel profil a accès à telle couche dans le cadre de tel protocole. Et en plus, il a accès qu'à ce secteur-là et il a accès qu'à ces attributs-là. Donc là, l'idée, c'est ce que je disais, si demain Remocran devait le refaire, je pense qu'on exploiterait ces possibilités-là à travers l'API REST. Quoi. Voilà. Donc pour sécuriser les accès, c'est voilà. Sinon, bah, il reste toujours la possibilité du proxy, mais voilà, il faut coder quoi. Voilà. Pourriez-vous citer d'autres visualisateurs en plus de MViewer? J'en ai pas forcément des tout prêts open source sous la main là. Après, faut savoir que voilà, ça peut être fait relativement rapidement. Hein. Quand j'évoquais tout à l'heure. Ce visualisateur-là, il a été fait, c'est un POC hein, qui a été fait pour un marché qu'on a malheureusement pas eu, mais c'est un POC qui a été fait, il a été fait relativement rapidement, donc c'est des choses qui peuvent être, on peut faire du viewer sur mesure, hein, ça fait partie aussi de nos prestations. Voilà, quelque chose de relativement simple qui, voilà, où les gens nous disent, moi, voilà, je veux un simple visualisateur avec potentiellement la possibilité de faire un peu de saisie ou des choses comme ça, voilà. Je sais pas après parce que derrière je sais pas si la question qui était là c'est parce que MViewer ne correspondait pas en termes de fonctionnalité ou voilà bon. Donc à préciser. Est-il possible d'utiliser les dashboards, ces tools d'un serveur? Alors là c'est une question plus pour mon collègue Sylvain. Voilà, Pentao BI pour consommer des données GeoServer, merci. Je dois, en fait, pour être honnête, je dois reboucler avec Sylvain sur cette problématique-là parce qu'on est en train de répondre ensemble à un appel d'offres et sur lesquels il y a justement un dashboard. Alors, je sais pas si c'est ça du C-Tool, je crois pas. C'est plutôt, je crois qu'on partira plutôt sur du Red-Hash. Mais voilà, avec la possibilité d'intégrer du GeoServer. Alors, je crois qu'il y a des composants carto. Sur GeoServer, je crois pas que ça soit le cas actuellement pour l'instant. Mais bon, je rebouclerai. En tout cas, on note la question. Je suis désolé, je peux pas répondre aux questions qui sortent de mon domaine de compétences et je préfère pas trop raconter de bêtises dans la mesure du possible, quoi. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions est-ce que je rebalaye? En tout cas, merci pour vos questions. Donc, on reste à vos dispositions, hein, que ça soit derrière l'équipe, donc du coup l'équipe
L'équipe commerciale, alors attendez, je vais les retrouver. Donc Myriam, si vous avez des solutions... Ah, bon, alors pourquoi il veut pas? Hop. Ah, c'est celle-là. Comment on reste à votre disposition si vous avez des besoins en conseil, voilà, il y a pas de souci, des projets qui vont germer, voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc l'idée, on va mettre à jour notre site internet aussi, on a un programme de formation, hein, comme je vous le disais, pour ceux qui souhaitent monter en compétence là-dessus, en sachant que voilà, notre spécialité, nous, c'est vraiment de l'intégrer dans vos projets. C'est pas de faire du géoserveur sur étagère. Alors, on a des formations évidemment préparées, mais c'est vraiment de choisir le meilleur composant, les meilleurs composants Carto qui vont permettre de répondre à votre problématique. C'est voilà, on n'est pas là pour faire du produit sur étagère, on est là pour faire du sur-mesure à partir de l'existant pour éviter de réinventer la roue à chaque fois, hein, évidemment. Voilà, quoi. Bah écoutez, je vous propose d'en rester là si s'il y a plus de questions. Je vous remercie d'avoir participé. Donc on était voilà, on était 55 je crois au maximum, il me semble, de nous connecter. Voilà, bah, je vous remercie et puis bah, je vous dis peut-être à bientôt sur un autre webinaire voilà, dédié à la Carto ou autre. Voilà. Bonne journée à vous et puis bah, n'hésitez pas à revenir vers nous si en cas de besoin. Voilà. Merci à vous. Au revoir.